3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Une émission qui va en annoncer une autre, Grand Plateau, une émission que vous retrouverez tous les dimanches à partir de 13h sur votre radio Top Congo FM. Une émission qui ne recevra pas un, mais deux invités pour face à face parler de ce qui doit être fait en République démocratique du Congo. 20 janvier, il est à peu près 1h du matin, le président Luamba de la Cour constitutionnelle annonce ou proclame élu définitivement Félix Tshilombo Tshisekedi avec plus de 38% de voix. La Cour constitutionnelle qui avait été saisie par le candidat numéro 4, Martin Fayoulou, pour invalider les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, car selon lui, elle ne reflétait pas la vérité des urnes. La Cour constitutionnelle qui a donc rejeté ces différentes requêtes, soit pour irrecevabilité, soit pour non fondé, soit pour manque de preuves. Même le recomptage, étant donné que la CENI avait donné tous les résultats, n'a pas été accepté par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Alors, au moment où Martin Fayoulou déclare ou s'autoproclame président de la République, nous allons commencer cette nouvelle émission avec nos invités. Il va arriver dans quelques instants. Il s'est lui aussi trompé de studio, se rendant à UTEX Africa alors que nous sommes dans le studio Maître Kayi, ici à Pigeon. Nous recevons Monsieur Vidier Tshimanga. Il est le porte-parole de Monsieur Félix Tshisekedi, le président élu. Monsieur Vidier Tshimanga, bonjour. Bonjour, Christian. Nous recevons aussi Aimé Kilolo, il est un des porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Monsieur Aimé Kilolo, bonjour. Bonjour, Christian Lusakwe. Le troisième invité est le porte-parole du MLC, membre de la coalition Lamouka, Jean-Jacques Mamba. Alors, je vais commencer par vous, puisque lui n'est pas encore là. Monsieur Vidier Tshimanga, vous, on ne vous pose pas la question de savoir ce que vous pensez de ce scrutin. On constate que vous êtes satisfait. Oui, bien entendu, on est surtout satisfait du fait que la Cour constitutionnelle ait validé le choix du peuple congolais. Il y a cependant eu des requêtes de deux candidats qui s'opposent au fait que ce ne soit pas réellement la vérité des urnes qui a été déclarée par la CENI. Une réaction? Ben écoutez, toutes ces actions sont des actions, je dirais, légitimes de la part... vous savez, dans un jeu démocratique, il y a un perdant et un gagnant, ou plusieurs perdants, et en tout cas, il y a un gagnant dans le cas de la présidence de la République. Et je trouve qu'il est tout à fait légitime que dans ce jeu démocratique, les perdants puissent avoir un certain nombre de recours pour pouvoir faire valoir leurs moyens. Je pense que ça a été fait. Et valablement, la Cour constitutionnelle a statué et a validé la vérité des urnes, qui est la volonté du peuple congolais, en tout cas, que l'opposition puisse prendre le pouvoir aujourd'hui, et en particulier le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi qui était sûr de sa victoire? Il était sûr du soutien de son peuple. Au regard des chiffres, j'entends. Au regard des chiffres, nous avions des éléments dans notre centre de compilation qui nous portaient clairement à la tête de ce scrutin. Et ces éléments, nous les avions préparés d'ailleurs pour pouvoir les opposer à toute contradiction. Nous y étions préparés. Vous vous rappellerez que lorsque nous avons commencé cette campagne, nous étions un petit peu la risée de la campagne électorale, parce qu'il y avait d'un côté une campagne du candidat du pouvoir qui sortait avec tous les attributs du pouvoir, les moyens aussi, et de l'autre côté il y avait les candidats de l'opposition, ceux de la Mouka qui venaient avec une campagne dite à l'américaine, avec beaucoup de moyens, avec le soutien de médias internationaux, de groupes de pression, de groupes de lobby, etc., etc. Et nous sommes partis avec la confiance du peuple. Nous avons décidé, le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe et tous ceux qui ont participé à cette coalition appelée CACH, Cap pour le changement, avons décidé de faire confiance d'abord à notre peuple, le peuple congolais. Nous avions bien entendu toutes ces histoires où on disait « vous allez chercher le pouvoir à l'extérieur ». Et bien cette fois-ci, nous avons demandé à ce que ce soit le peuple congolais qui puisse porter la personne de son choix. Et le président Félix Tshisekedi aujourd'hui va incarner toutes ces aspirations. Il sera le président de tous les Congolais, de ceux qui l'ont choisi, mais aussi de ceux qui ne l'ont pas choisi. Et je pense qu'on peut profiter de cette occasion pour tendre la main
à tous ceux qui aujourd'hui seront de bonne volonté et voudront d'abord et avant tout aller de l'avant et construire le pays. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. Comment est-ce que vous comptez exercer cette présidence de la République? Et Miki Lolo, bonjour. Vous êtes le porte-parole, un des porte-parole du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Comment est-ce que vous accueillez la victoire de Félix Tshisekedi? Je voudrais d'abord rendre hommage à un homme, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République sortant, qui a su finalement conduire le pays vers des élections qui étaient attendues par l'ensemble des Congolais à travers la République. Nous allons assister dans les tout prochains jours ou dans les toutes prochaines heures, parce qu'il faut dire que la Constitution prévoit qu'une fois le président de la République élu, eh bien, dans les 10 jours, il doit pouvoir entrer en fonction, après avoir prêté serment, bien entendu, devant la Cour constitutionnelle. Alors, je voudrais ici souligner aussi que tous les candidats ont eu finalement l'occasion de pouvoir battre campagne librement. Et c'est tout à fait historique que dans notre pays, justement, nous puissions, dans les prochaines heures, prochains jours, assister à cette passation de pouvoir pacifique entre un président de la République en fonction, issu de la majorité au pouvoir, et un nouveau président de la République élu, issu de l'opposition. Mais ce qu'il faut surtout noter ici, c'est le message qui est envoyé, au-delà de tout, à la population congolaise. Nous avons connu le scrutin présidentiel concomitamment avec des élections législatives et provinciales. Nous constatons que, en ce qui concerne le scrutin présidentiel, la population congolaise a accordé le suffrage majoritaire à un des candidats, l'honorable Félix Tshisekedi. Nous notons aussi que, par ailleurs, en ce qui concerne l'Assemblée nationale aujourd'hui, le Front commun pour le Congo, FCC, qui est finalement aujourd'hui la plus grande coalition politique que la RDC n'ait jamais connue de toute son histoire, a plus de 350 députés nationaux élus, ce qui veut dire plus de 70% de l'hémicycle. Le message qu'il faut aujourd'hui décrypter, qui nous provient de la population, c'est un message univoque qui s'adresse à l'ensemble de la classe politique congolaise pour leur dire « vous devez travailler ensemble ». C'est un message de cohésion nationale. Et je pense que c'est plutôt dans cet état d'esprit qu'il faudrait aujourd'hui envisager l'avenir. Vous devez travailler ensemble, ça c'est votre lecture de la chose. Le FCC a eu plus de 300 élus. Vidier Tchemanga, une réaction? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions le cash avec l'UNC et l'UDPS et les regroupements qui ont participé à cette coalition. Avons fait une campagne qui était une campagne, comme je l'ai dit, du peuple. Une campagne qui n'était pas accompagnée de moyens colossaux. Et de ce fait, nous n'avions pas malheureusement pu concentrer tous nos efforts et sur la présidence de la République et sur un maximum de députés nationaux et provinciaux. Lorsque vous voyez un petit peu le ratio qu'il y avait lorsque nous avons commencé cette campagne, vous verrez que au niveau du cash, nous avions un petit peu moins de 1000 candidats députés nationaux, alors qu'en face, si on ne prend que le camp du FCC, il y avait plus ou moins 17 000 candidats, et le camp de la Mouka, je pense, c'est aux alentours de 4 000 ou 5 000 candidats. Vous vous rendrez compte que, proportionnellement, la force de cash n'était pas énorme, ce qui peut entraîner la conséquence que nous avons aujourd'hui de nous retrouver à gagner la présidentielle et être quelque peu en faiblesse au niveau du Parlement. Alors, cet état de cause, par contre, lorsque l'on prend les ratios et que l'on se rend compte que
l'UDPS, par exemple, à elle toute seule, a réussi à avoir un peu plus de 40 députés nationaux, alors qu'elle a aligné que 375 candidats. C'est un ratio de plus de 10%. De la même manière, lorsque l'on prend ceux du FCC et de la Mouka, et qu'on se rend compte qu'on prend la proportionnalité, ils sont tous à moins de 5%. On se rend compte que l'adhésion populaire, finalement, allait vers le cash, mais malheureusement, nous n'avions pas assez de candidats que pour rafler la majorité aujourd'hui au Parlement. Cela étant, le candidat qui aujourd'hui est le président élu, Félix Tshisekedi, l'a dit très clairement. Nous serons obligés de travailler ensemble pour construire le pays. C'est la réconciliation nationale qui est le centre et le citoyen congolais est la priorité du président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Un ratio très faible pour le FCC, Aimé Kilolo. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que dans la gestion des affaires de l'État, la République démocratique du Congo compte essentiellement 4 institutions. Il faut bien distinguer la présidence de la République du gouvernement. La grande question qui se pose lorsqu'on se projette sur l'avenir, c'est celle de savoir qui va pouvoir gérer les pays à travers le gouvernement. Et par rapport à cette question, la réponse se trouve dans la constitution du pays qui dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ça veut donc dire que une fois que le nouveau président de la République élu aura été investi, une de ses premières missions prioritaires sera celle d'identifier la majorité parlementaire. Cela, on l'a bien compris, mais en termes de ratio, vous avez une majorité, vous parliez tout à l'heure de messages clairs, mais vous avez une forte majorité, peut-être parce que vous aviez aussi plus de candidats. Nous pouvons entrer dans toute forme de spéculation à ce sujet. Le plus important, c'est de noter que la configuration de l'Assemblée nationale qui permet justement de générer le Premier ministre et même de former l'ensemble du gouvernement indique clairement aujourd'hui que 70% revient au FCC. Ça veut donc dire aujourd'hui que le FCC est non seulement incontournable dans la gestion gouvernementale du pays, mais aussi il n'y a pas d'autre choix que de désigner le prochain Premier ministre au sein du FCC. Et cela reflète la volonté démocratique de la population congolaise. Vité Tshimanga, on va revenir sur le fait que vous allez devoir, ou le président Félix Tshisekedi va devoir gouverner peut-être avec le FCC, mais avant, puisque c'est la deuxième partie de l'émission, qu'est-ce qui va se passer après? Revenons sur l'élection à proprement dit. Cette élection s'est passée de manière satisfaisante, selon un peu tous les observateurs et témoins, mais cette élection nous amène aujourd'hui à un résultat qui fait que certains s'y opposent. Que pensez-vous de ce que Martin Fayulu a dit? Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce que le candidat numéro 4, le candidat de la Mouka, Fayulu président, a déclaré cette nuit, directement après l'annonce de la proclamation de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu au téléphone de Top Congo FM. La Cour constitutionnelle vient de nouveau de falsifier les résultats et de tronquer la vérité. Moi, j'ai été élu à plus de 60%. C'est reconnu par tout le monde. Donc, pour ça, je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Je demande ainsi au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. D'ores et déjà, je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre Constitution.
Nous devons faire échec à ces individus qui veulent voler au peuple sa victoire. Ils ne passeront pas. Que Dieu protège le Congo et son peuple. Martin Fayulu, le candidat numéro 4, seul président légitime, appelle à manifestation, appelle à ce que la communauté internationale ne reconnaisse pas Félix Tshisekedi. Didier Chimanga. Bien, écoutez, vous savez, c'est le jeu démocratique, dans le sens où chacun est libre de défendre ses convictions, de défendre ses positions. C'est un petit peu dommage que M. Martin Fayulu rentre dans cette attitude quelque peu hostile, hostile à un jeu que finalement il a accepté, mais il n'est pas à sa première contradiction. Vous savez, M. Martin Fayulu et le groupe Lamuka ont commencé leur campagne sur une incohérence tellement criante. Vous voyez, partir en campagne, rencontrer des milliers, des millions de citoyens congolais et leur dire que leur objectif, le jour du scrutin, c'est de ne pas utiliser cette machine, la machine à voter, c'est de boycotter l'élection au cas où la machine à voter serait utilisée. Et lorsque, chemin faisant, au travers de la République, ils se rendent compte qu'ils ont des adhérents, qu'ils ont une certaine communion avec une partie de la population congolaise, ils se disent « Ah tiens, peut-être qu'il y a un coup à jouer ». Et à 2 jours du jour du scrutin, vous voulez lancer un message à la nation en disant « Bon, finalement, nous allons aller à ces élections, nous allons utiliser cette machine selon des conditions, mais ne l'oublions pas, des conditions qui avaient été déjà mises en place depuis plusieurs mois, parce que rien n'a changé par le comptage manuel et toutes ces obligations étaient déjà consacrées, et c'est des choses que l'UDPS, l'UNC, le CACH avaient déjà demandé depuis plusieurs mois et acquis, parce que ça fait partie de la loi électorale. Eh bien, lorsqu'on en arrive à cette situation, les amis de la Mouka se rendent compte qu'ils vont aux élections tout de même et à 2 jours transforment leur mot d'ordre. Mais soyons réalistes, ce mot d'ordre ne pouvait de toute façon pas reprendre le dessus sur ce qu'ils avaient déjà dit à des millions de citoyens congolais qui les suivaient pendant cette campagne. Et au final, cette incohérence et cette confusion, de toute façon, ne pouvaient pas les amener à un résultat autre que celui qu'ils ont eu. Au-delà de ça. Là, on est dans les conséquences. Ouais, aujourd'hui, ils disent qu'il a gagné, qu'ils disent qu'il soit suivi dans cette voie par l'Union africaine, par l'Union européenne. Il déclare qu'il est le seul président légitime. Il appelle à des manifestations. Il demande que la communauté internationale ne reconnaisse pas Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? J'ai essayé d'expliquer la genèse pour faire comprendre que, vous savez, au cas où le groupe Lamuka avait suivi un processus logique, j'aurais pu comprendre une attitude. Cependant, étant donné qu'ils ont tout simplement péché par leur organisation, péché par leur choix en dernière minute, toutes ces choses-là font que la légitimité de la parole qu'ils ont aujourd'hui et que Martin Fayulu a aujourd'hui est à remettre complètement en cause. Et c'est dommage qu'il rentre dans cette attitude. C'est vraiment très dommage parce que finalement, ça ne donne qu'une mauvaise image, ça ne donne qu'un mauvais signal. Alors qu'aujourd'hui, il devrait être heureux que ce soit l'opposition qui ait gagné d'abord les élections présidentielles. Il devrait en être très heureux et plutôt chercher à savoir comment nous pourrions, puisqu'en face de nous, nous avons une majorité sortante qui risque d'avoir encore une fois la majorité au Parlement, il aurait pu être plus structuré et utile de chercher plutôt à reconfigurer une forme de cohésion avec l'opposition pour avoir une force de pression face à un FCC qui finalement au demeurant nous paraît aujourd'hui beaucoup plus réaliste dans son choix politique que ce que Martin Fayulu vient de nous offrir. Et puis cette attitude, encore une fois, honnêtement, je la trouve vraiment triste en fait, parce que je sais qui est Martin Fayulu et je sais que son intérêt, c'est quand même aussi le peuple congolais et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il est enfermé dans un piège pour servir des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple congolais. Vous avez vu le résultat
et l'acceptation et la liesse populaire qui a accompagné tant le jour des résultats provisoires, que le jour de la confirmation par la Cour constitutionnelle, nuitamment, je pense qu'à chaque fois c'était entre 1h du matin, 3h, 5h du matin, jusqu'au petit matin à la journée levée, le peuple festoyait, alors que dans les 2 élections précédentes, au même moment, nous avions des dizaines de morts, nous comptions les morts sur le pavé de la ville de Kinshasa. Vijay Chibanga, je profite de l'arrivée de Jean-Jacques Mamba, qui est le porte-parole du MLC, le représentant autour de ce plateau, autour de cette table de la coalition Lamuka, pour vous poser les mêmes questions que celles que j'ai posées précédemment aux autres invités. Jean-Jacques Mamba, bonjour. Bonjour. Alors la première question, comment est-ce que vous accueillez ces résultats? Comment est-ce que vous avez vécu ces élections? Écoutez, de manière très générale, il y a une grosse déception. Après, il faut qu'on se dise les choses clairement. Il y a un problème de fond qu'il faut régler. Aujourd'hui, je reste convaincu de par les données sur terrain, notamment celles de Kinshasa et au travers le pays, que M. Fayulu a gagné l'élection. Ça, c'est a priori ce que je peux dire ou ce que je peux penser. Maintenant, il y a un problème qui date de 2006. C'est un problème de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appartient à la personne, effectivement, qui se sent lésée, d'apporter les preuves. Mais ici, on parle d'un travail administratif dans un pays qui a 2 345 000 km². M. Tshisekedi, feu Étienne Tshisekedi, a fait pire, parce que j'entends ici M. Vidier. Lui, il a carrément prêté serment à la maison, parce que nous allons d'illégitimité en illégitimité. En 2006, ce problème-là s'est posé. En 2011, avec acuité. Aujourd'hui, en 2018, lorsqu'il parle de Liesse, il veut parler du quartier Limeté, mais moi j'habite Delvaux, j'habite Mbinza, je n'ai vu personne dehors. Et si on doit parler de la première alternance politique dans laquelle, effectivement, il y a eu un bras de fer entre l'opposition et la majorité, et que l'opposition l'a emporté, je peux vous dire qu'on aurait 3, 4 à 5 jours fériés dans ce pays. Donc on doit se dire quand même la vérité, il y a un problème de fond. Quel est le problème que moi, je stigmatise? C'est qu'aujourd'hui, alors que la CENI, qui est censée produire des PV, n'en a pas produit suffisamment. Rappelez-vous que le 23, on devait avoir une élection, on n'a pas eu cette élection parce qu'il manquait de PV. Lorsque vous prenez le Kunga, par exemple, qui est un échantillon que je connais très bien, sur 1066 bureaux de vote, il n'y a pas eu de PV. Je me suis retrouvé même avec des papiers duplicateurs où vous voyez quelqu'un qui écrit, le chef de centre écrit, il signe, il met un cachet. Dans un contexte comme celui-là, la personne qui se sent lésée ne peut même pas se faire accompagner par une CENI qui, finalement, est l'organisatrice des élections. Et donc, je suis assez triste qu'aujourd'hui, l'UDP se réfugie derrière la loi, au lieu de prendre toute la fierté, si vous voulez, d'avoir gagné une élection à la loyale. Ça veut dire d'aller dans la logique du recomptage, qui a renforcé même la crédibilité, si vous voulez, ou la légitimité de M. Tshisekedi, qui, depuis 30 ans, je parle de son parti, nous a parlé d'un état de droit. On a vu des recomptages un peu partout. Oui, mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle dit que la CENI a donné des chiffres certifiés et que face à une institution légale, face aux résultats d'une institution légale, il eût fallu apporter la preuve que certains chiffres ou que des chiffres ne l'étaient pas ou n'étaient pas corrects. Est-ce que vous étiez en mesure de faire ce travail alors que, semble-t-il, vous n'avez pas produit l'intégralité de ces chiffres? Non, mais c'est ça le problème de la loi. Parce que la loi stipule effectivement que nous devons le prouver. Mais je vous parle d'un travail administratif. Si, par exemple, la loi nous disait qu'aucun PV qui n'a pas été signé par les témoins de l'opposition peut être pris en compte, si la loi disait qu'à la fin des élections, la CENI compile et remet aussi une copie des résultats certifiés avec la signature de tous les PV par l'opposition, on serait dans un contexte où cette élection, où les résultats seraient opposables à tous. Ça veut dire que la CENI n'a pas fourni assez de PV et la Cour, et ça c'est la loi, je respecte la loi, je suis républicain, mais la Cour vous dit, écoutez, si vous êtes lésé, vous devez prouver le contraire. Mais c'est très facile lorsque je vous dis que la majorité des candidats aujourd'hui, si pas 95%, ne sont pas en mesure de produire des PV certifiés parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, il faudrait que pour la prochaine législature, nous corrigions ces problèmes-là. Autant corriger le problème de l'article 70-73 qui dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation. On pourrait aussi imaginer un scénario où il y a une virgule et on dit, en cas de non-élection qui n'est pas le fait d'un cas de force majeure, automatiquement le président est démissionnaire et le président du Sénat reprend la suite. Je veux dire qu'on doit se mettre dans une logique où aujourd'hui l'UDPS ne doit pas oublier qu'en 2011, M. Tshisekedi a prêté serment dans sa maison pour les mêmes problèmes. Et donc il y a des problèmes posés par la loi qu'il faut corriger pour qu'aux prochaines élections, les résultats soient directement opposables à tout le monde. Et là, il faut une meilleure organisation, il faut changer les lois, il faut les modifier et ne pas en parler et se réjouir
Aujourd'hui, on dit, M. Fayulu a une attitude qui est indécente. Je le comprends dans sa frustration et je le soutiens. Mais je dis aussi que M. Tshisekedi a eu pire et peut-être qu'en 2023, ce sera pire encore. Donc, qu'est-ce que nous apportons sur la table pour qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans une élection, que tout le monde ait le sentiment que les résultats sont vraiment réels. Et que lorsque nous aurons résolu ce problème-là, au lieu d'aller dans des gouvernements, comme j'entends M. Vidier qui dit, si bon, voilà, on doit se mettre ensemble, la cohésion et tout ça. Non. Pour qu'un pays fonctionne bien, il faut qu'il y ait une opposition qui fonctionne, qui recadre une majorité. Et au lieu d'aller dans des compromis de manière très régulière, au temps du gouvernement d'union nationale, il faut que la majorité qui a obtenu le suffrage effectivement de la population dirige et applique son programme. Et je vais épiloguer de cette manière. Aujourd'hui, félicitations à M. Tshisekedi, il est président de la République, c'est le chef de l'État. Pour moi, c'est fait. OK. Après, on va regarder... Pour vous, c'est fait. Pour vous, au niveau du Lamoka, c'est fait. Non, je veux dire parce que Martin Fayulu dit que le seul président légitime, c'est lui. Bien. Nous avons une cour constitutionnelle qui a déclaré M. Félix Tshisekedi comme président de la République. C'est fait. Elle l'a fait avec M. Kabila en 2011. Il est resté chef de l'État pendant 5 ans. M. Tshisekedi a prêté serment. Il n'avait pas l'impérium. Autant il l'avait fait à l'époque de Mobutu, où il y avait un gouvernement parallèle qui n'avait pas fonctionné. Mais regardez le problème de manière plus profonde. Vous avez 6 millions de voix pour M. Fayulu, 7 millions de voix pour M. Tshisekedi. Ça vous fait 13 millions de voix dans une élection où 18 millions de personnes ont participé. Les votants ou les votes valablement exprimés. Comment voulez-vous que 13 millions de personnes, dans la même élection sur une machine à voter qui sort un seul coupon, 13 millions votent l'opposition, et que vous avez la majorité qui ont voté la majorité ou le FCC au niveau des provinciales et nationales. On a bien dit que c'est dû au système proportionnel et à la multiplication, ça n'a rien à voir avec le système. À la multiplication des candidatures au nom du plus fort reste ou du plus... Non, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes en train de parler des calculs. Moi, je suis en train de vous dire que dans la logique normale, même dans la proportionnelle... Oui, mais ça n'a rien à voir. Ce sont ces calculs qui nous ont amené à ce résultat. Si ce n'est pas un malaise, j'ai ouï dire que l'UDPS aussi a déposé plainte par rapport à un recours par rapport à ces résultats, ça veut dire que le malaise persiste. Une victoire électorale, c'est une chose. Mais après, nous devons diriger, ils doivent diriger le pays pendant 5 ans. Et il y a des grosses attentes, j'espère qu'on va en parler dans cette émission. Mais dès que vous commencez par un malaise, dès que vous-même, qui avez assumé le statut de défenseur de droit, défenseur de justice, vous ne faites pas des propositions pour dire effectivement... D'ailleurs, M. Kabila l'a fait en 2011. Il a dit, écoutez, je reconnais que les élections n'étaient pas bien organisées, qu'il y avait beaucoup de cas. Si aujourd'hui, il se cache derrière la même cour qui a sanctionné M. Tshisekedi en 2011, il n'y est même pas allé. Pour commencer à scander une victoire sans voir le problème de fond, on peut se retrouver en 2023. L'UDP saura effectivement gagner en ce moment-là, mais la cour dira autre chose et ça sera rebelote. Donc, j'aimerais que tous allions dans une direction où ce genre de problèmes doivent être évités, c'est-à-dire qu'on doit avoir des lois qui sont claires, des lois qui sont ficelées, fignolées, de manière à ce qu'effectivement la légitimité soit opposable à tous. Et Miki Lolo, une réaction? Moi, je dirais que le plus important, c'est simplement de noter que la population congolaise n'attend pas le chaos, n'est pas pour la violence dans notre pays. Il appartient à chacun des hommes d'État qui étaient candidats au scrutin présidentiel de reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi. Et à ce titre-là, il est important de noter que nous avons aujourd'hui un président de la République élu qui va assumer la présidence de la République. Nous avons de l'autre côté le FCC qui est finalement la première force politique de la République démocratique du Congo au regard évidemment du score au niveau de l'Assemblée nationale et qui va devoir diriger en tout cas au niveau du gouvernement. Et puis nous avons aussi la Mouka. Il faut reconnaître que le candidat Fayulu a quand même obtenu plus ou moins 6 millions de voix. Ce n'est pas peu, c'est significatif. Et dans ce contexte-là, n'oublions pas que nous avons une loi qui a été votée le 4 décembre 2007 et qui porte sur le statut de l'opposition politique dans notre pays. À ce titre, il lui appartient d'examiner la possibilité de poser sa candidature au niveau de l'opposition pour prétendre éventuellement à en devenir le porte-parole avec tous les privilèges y afférents en termes de protection de l'opposition dans notre pays. Et donc, je pense aujourd'hui que... Martin Fayulu ou Jean-Marc Aboun ou Vital Kamerhe, parce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est vous la majorité, l'opposition peut être aussi Vital Kamerhe ou Jean-Marc Aboun. Il faut qu'on se mette bien d'accord. L'opposition, est une opposition par rapport, évidemment, une opposition républicaine, une opposition constructive par rapport à l'action gouvernementale. Alors, le gouvernement
se dirige sur base d'un programme. Ce programme fait l'objet d'une concertation entre l'institution président de la République et le Premier ministre. À ce titre-là, il va de soi que on peut donc imaginer que ni le FCC ni Cash ne peuvent prospérer dans l'opposition. Et donc, ce qui laisse la place, en tout cas, pour la Mouka d'assumer une opposition républicaine. On peut même aller plus loin avec cette affirmation, la vôtre. Il se dit qu'il y ait déjà des accords entre FCC et Cash. Est-ce que tout ce qui arrive n'est pas le fruit de ces accords? Je pense que ce n'est que spéculation. Aujourd'hui, attendons d'abord que le président de la République élu puisse effectivement entrer en fonction. Jusqu'à ce jour, la présidence de la République démocratique du Congo est assumée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est encore président de la République et chef de l'État en exercice. Et donc, ce n'est que une fois entré en fonction que le nouveau président Étienne Tshisekedi va pouvoir identifier, Félix Tshisekedi, excusez-moi, va pouvoir identifier la majorité parlementaire. Après avoir identifié cette majorité parlementaire, qui apparaît d'ailleurs clairement aujourd'hui comme étant le FCC, il lui appartiendra de consulter cette majorité parlementaire, c'est-à-dire de consulter le chef de file du FCC en vue de la formation d'un gouvernement en concertation avec la présidence de la République. C'est à ce moment-là qu'on va se parler effectivement d'une majorité qui entre en fonction. Nous avons deux cas de figure d'un point de vue de la Constitution. Soit nous sommes dans la cohabitation, soit nous sommes dans la coalition. De quoi s'agit-il exactement? C'est que la Constitution prévoit que dès lors qu'il existe clairement une majorité parlementaire qui se dessine, parce qu'on voit très bien que les différentes forces politiques en présence qui s'étaient présentées aux élections législatives font aujourd'hui que l'une des forces, le FCC, a remporté largement la victoire au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, de ce point de vue-là, il n'est même plus nécessaire de rechercher en principe une coalition. Elle doit être encore identifiée. Une des forces, ou plusieurs, parce que le FCC, c'est plusieurs partis et regroupements politiques. Mais ce n'est pas une organisation clairement identifiée comme telle. Il faut que l'informateur identifie cette majorité comme FCC, comme les regroupements et partis au sein du FCC. Donc, il y a encore... Là, vous outrepassez le travail constitutionnel qu'aura à faire l'informateur. Donc, c'est justement la précision qu'il est important d'apporter ici, c'est qu'il n'est pas indispensable d'avoir un informateur avant la formation d'un gouvernement. La Constitution est très claire là-dessus. L'informateur n'est désigné par le président de la République qui entre en fonction que dans le cas où le président de la République lui-même ne trouve pas ou n'identifie pas la majorité parlementaire. Or ici, c'est très clair. La majorité parlementaire, elle s'identifie en fonction justement des différentes forces politiques qui s'étaient présentées aux élections. Et avant les élections, on a très bien vu qu'il y avait essentiellement trois forces politiques qui s'étaient dessinées. On avait la Mouka, Cash et le FCC. Et donc, à ce titre-là, deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, le président de la République qui dit, voilà, j'ai bien identifié ici le FCC comme étant la majorité parlementaire, je désigne le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui seront animés uniquement par de ministres émanant du FCC. Oui, mais est-ce que cela, le premier cas mais est-ce que cela empêche le président de la République, via son informateur, de se dire, est-ce que au sein du FCC, qui n'est pas défini en tant que tel, attention, le FCC, c'est un regroupement de formation et de regroupement politique, mais qui n'est pas défini en tant que tel dans l'architecture des partis politiques en RDC. Le FCC n'existe pas. Comme Ensemble pour le changement, comme Cash, comme la Mouka. Est-ce que le président de la République, et là je me retourne vers Didier Tshimanga, qui est le porte-parole de Félix Tshisekedi, est-ce que le président de la République va se contenter de ceux qui étaient identifiés comme Cash, FCC ou la Mouka, ou va
aller lui-même à l'information pour savoir quelle coalition est possible, évidemment, pour son propre intérêt. Christian, si je ne réponds pas tout de suite à votre réponse, à votre question, pardon, et si je n'y réponds pas dans ma réponse, n'hésitez pas à me la rappeler. J'aimerais d'abord soulever répondre aux assertions de mon cher ami Jean-Jacques Mamba, et je lui rappellerai juste une petite phrase qu'il connaît sûrement très bien, qui est que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Lorsque la Mouka rentre dans son choix d'aller à l'élection, je pense qu'elle est consciente de la loi électorale. Je pense que la Mouka est consciente de tous les mécanismes de la loi électorale et du scrutin auquel nous devrions faire face. Nous avons eu une expérience, l'UDPS en particulier, en 2011. Cette expérience était que nous avions gagné les élections. Enfin, l'UDPS avait gagné les élections. Je rappelle que moi, je ne suis pas de l'UDPS. Ou pensait avoir gagné les élections. Ou pensait avoir gagné les élections, mais en tout cas, était convaincu d'avoir gagné les élections. Et s'est retrouvé buté à une situation tout à fait particulière, c'est qu'elle ne pouvait pas produire les preuves de sa victoire. Eh bien, c'est le même cas dans lequel se trouve aujourd'hui la Mouka, parce qu'ils ne se sont pas préparés à ça. J'aimerais vous rappeler que nous avons, au niveau du cash, au niveau de l'UDPS en tout cas à l'origine, dès le début, dit que nous avions compris le fonctionnement de cette histoire de machine à voter, de cette loi électorale, de cette élection à un seul tour, et nous étions conscients que la seule manière de pouvoir apporter la preuve de notre victoire, c'était justement de pouvoir établir, mettre en place un mécanisme de suivi avec une compilation des résultats à travers ces bulletins de vote, comment dirais-je, ces fiches de résultats de compilation, eh bien, nous avons mis en place les mécanismes pour pouvoir les avoir. Et la Mouka ne l'a pas fait. La Mouka n'a pas présenté de témoins, n'a pas présenté les observateurs nécessaires pour pouvoir justement avoir tous les mécanismes en main et tous les éléments en main pour aller défendre, si victoire il y avait, pouvoir défendre sa victoire. C'est comme ça que la Mouka aujourd'hui se retourne vers un certain nombre de stratagèmes en essayant d'invoquer d'une part la Senco, d'une part des observateurs étrangers, d'une part ceci, cela, mais qu'elle-même finalement ne s'était pas préparée ni à réellement gagner ces élections, ni à défendre leur victoire. Mais dans ce cas-là, pourquoi aujourd'hui commencer à essayer de remettre en considération ou remettre en cause? Nous nous sommes préparés à ça. Nous nous sommes tellement bien préparés que d'abord nous l'avons gagné l'élection, mais surtout nous sommes venus avec les preuves pour pouvoir défendre cette victoire. Chose que malheureusement la Mouka était incapable de faire. Ça c'est pour les défauts de la loi électorale. Voilà. Oui, ce sont des défauts auxquels il fallait parer, mais pour pouvoir y parer, il fallait d'abord la maîtriser et ensuite s'y préparer. Parlons maintenant de cette future majorité. Mais écoutez, là je pense que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il y a une situation de fait. Y aura-t-il un informateur? Écoutez, fort probablement, c'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons. C'est possible qu'il y en ait un, c'est possible qu'il n'y en ait pas si la configuration emmène plus vers une coalition qu'une cohabitation. Enfin bref, tout ça, ça dépendra de la volonté que cherchera à insuffler le chef de l'État et le nouveau... Le FCC revendique 350 députés. Oui. Cash et la Mouka 150. Oui. Il vous en manque une centaine pour faire une majorité. Est-ce que vous seriez tenté d'aller chercher dans les rangs du FCC? Écoutez, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle le jeu politique aujourd'hui. Et grâce à Dieu et grâce surtout au peuple congolais, nous avons réussi quelque part à faire une chose, en tout cas qui est exceptionnelle en Afrique subsaharienne, c'est quand même réussir à obtenir une once de démocratie dans un pays dit dictatorial. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons une personne qui est issue de l'opposition radicale dans un parti qui est dans l'opposition depuis 36 ans. Que le président sortant, d'abord, ne se représente pas pour un troisième mandat, contrairement à peut-être d'autres qui auraient pu, comment dirais-je, tenter l'aventure d'utiliser son pouvoir et sa position. Vous voulez encore le féliciter? C'est pas une question de félicitation, c'est une question de reconnaissance. Il faut quand même reconnaître, rendre à César ce qui est à César. Je veux dire, c'est grâce au peuple congolais d'abord, parce que je pense qu'il y a eu des morts quelque part. Je me rappelle des Rossi Chimanga, je me rappelle des Tété Kapangala et tous les autres qui ont donné leur vie aussi pour pouvoir obtenir, d'abord, c'était le premier combat,
qu'il n'y ait pas de troisième mandat du chef de l'État. Ensuite, qu'il puisse y avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. Je ne sais pas si les gens se rendent compte aujourd'hui que ça a quand même été réalisé. En bref, vous iriez plutôt vers une coalition FCC qu'une coalition Cash, Lamouka, étendue à certains... Aujourd'hui, nous n'allons pas, je ne pense pas que nous allons utiliser des armes à mettre sur les tempes de M. Fayoulou et des amis de la Mouka pour qu'ils puissent rejoindre il faut leur poser la question. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Nous n'allons pas leur imposer quoi que ce soit. Il faut leur poser la question. Et comme l'a très bien dit M. Jean-Jacques Mamba, une opposition républicaine, je pense que c'est une chose tout à fait valable, intéressante et productive pour une république comme la nôtre. Il faut leur poser des questions et on profite de la présence d'un représentant de la Mouka pour le faire. Vous seriez partant pour une coalition étendue à certains partis ou regroupements du FCC? Ici, j'assiste à une scène de querelle de fiançailles, des gens qui vont aller se marier, qui discutent sur les détails. Bon, ça va arriver de toutes les façons, ce mariage, on le sait. Et je sais qu'on ne veut pas l'assumer maintenant parce que c'est peut-être trop tôt, mais à un certain moment, ce mariage serait effectif. Après, j'aimerais revenir sur ce que dit M. Vidier-Chimanga très rapidement, en moins d'une minute. Lorsqu'il dit aujourd'hui qu'ils étaient préparés et ainsi de suite, je le veux bien, parce qu'ils se sont retrouvés dans une position où ils n'avaient rien à prouver. Parce qu'eux n'étaient pas accusés. C'est très facile de le dire à la fin. Moi, je reviens sur un problème qui est strictement de logistique et administratif. Aujourd'hui, il n'est pas normal, lorsqu'il y a une élection, présidentielle soit-elle ou provinciale nationale, qu'il y ait carence de PV, qu'il y ait impossibilité pour les candidats d'en disposer et que ça devienne un challenge, que ça devienne un défi, que des gens qui ne sont pas financés finalement doivent mettre toute une armada, toute une administration pour récolter des choses dont devait disposer la CENI à suffisance pour mettre tout le monde d'accord. Et si M. Chimanga continue à se cacher derrière ce qu'il appelle la préparation, je le ramène à ses anciens souvenirs pour qu'il comprenne que demain ça peut encore changer et il s'en plaindra. Donc c'est le moment d'y travailler sérieusement pour que cela n'arrive plus. Maintenant, par rapport à la coalition... Pour y travailler, justement, on va y arriver à la coalition éventuelle. Pour y travailler, il faut être de la majorité, pour y travailler mieux, je veux dire, pour être sûr d'imposer son point de vue. Est-ce que pour changer ces choses-là, et la Mouka voulait aussi changer d'autres choses, notamment la participation de Jean-Pierre Bemba, le président de votre parti, à des futures élections, notamment le retour en République démocratique du Congo de Moïse Katumbi de la Mouka, est-ce qu'il ne serait pas plus aisé pour vous, et même tactiquement plus intéressant, intelligent même, d'être dans une coalition gouvernementale? Est-ce que vous êtes prêt à aller avec Cash? Non, là n'est pas la question. Nous avons en face de nous un chef de l'État issu d'un parti qui, pendant 30 ans, nous a parlé d'un État de droit que nous attendons. Et vous savez, il y a la République que nous attendons. Dans la République, il y a un seuil. Il y a vraiment des valeurs qui sont sacralisées et que nous devons tous partager. La crédibilité d'une élection passe effectivement par la modification des lois. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans les pays développés, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Donc, comme pour dire que vous soyez ministre de l'Intérieur de la majorité, lorsqu'il y a une élection, lorsque votre président perd, il perd. Donc, l'état de droit attendu depuis 30 ans est arrivé, entre guillemets, et nous attendons son application. Et dans cet état de droit, le premier engagement, on l'a entendu, ça sera fermé les cachots de l'année, et ainsi de suite, il y a une suite de mesures qui doivent être prises pour garantir à tous et chacun que ce pays devrait mieux fonctionner. Parce que les majorités mécaniques, on sait comment ça fonctionne. Cette loi avantage des personnes, entre guillemets, qui sont au pouvoir, qui peuvent manipuler à souhait. On a vu pendant la campagne électorale des personnes en pleine fonction faire des élections avec des moyens de l'État. Il faut corriger ça dans la loi. On a vu pendant cette campagne des gens qui venaient avec 2000 francs, 3000 francs pour acheter des voix, des gens qui ont été pris en flagrant délit avec des machines à voter qui sont aujourd'hui élus. On doit corriger ça dans la loi. Donc ça, c'est le grand défi, si vous voulez, de l'UDPS. Mais en ce qui nous concerne, je ne vois pas un pays fonctionner normalement lorsqu'il n'y a pas une opposition républicaine constructive. Et vous préférez être de cette opposition? Mais c'est notre engagement. Nous devons garantir aux Congolais qu'il y aura une autre manière de voir les choses jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, au FCC, on ne voit pas du tout, on ne s'imagine pas que FCC Cash ou Cash tout seul puisse éroder cette montagne d'élus. Eh bien, il faut savoir que le président de la République est le garant du respect de la Constitution. C'est la Constitution elle-même qui détermine le mode de constitution du gouvernement de la République. À ce titre, c'est très très clair. Lorsque l'on parle du FCC, en réalité, c'est un ensemble de regroupements politiques qui ont signé un accord autour d'un projet de gouvernement. À ce titre-là, il va de soi que le président de la République aura en fait une alternative.
Première possibilité, nous insistons là-dessus, c'est de dire, je constate qu'il y a déjà une majorité au sein de l'Assemblée nationale, constituée de l'ensemble de regroupements politiques qui ont signé un accord ensemble de gouvernement. Je consulte le chef de file de cet ensemble de regroupements, qui est aujourd'hui son Excellence Joseph Kabila Kabange, en tant qu'autorité morale du FCC. Je désigne sur ces propositions le Premier ministre au sein de cette majorité et l'ensemble de ministres. Et alors, à ce moment-là, on parle de cohabitation au sommet de l'État parce qu'on a un président de la République et un Premier ministre et un gouvernement qui, finalement, sont issus des forces politiques qui étaient des adversaires. Deuxième cas de figure, c'est que le président de la République peut se dire, dans un souci de cohésion nationale, parce qu'après tout, lorsqu'on reçoit des résultats des élections qui s'organisent concomitamment, nous voyons deux forces politiques qui étaient adverses, mais qui sont tous finalement choisis pour ensemble concourir à la gestion du pays, parce qu'il ne faut pas oublier que le programme du gouvernement ne peut être élaboré que sur la base d'un consensus, une concertation entre le président de la République et le Premier ministre. Et donc là, il y a un souci qui peut se dégager du président de la République de dire « je désigne un informateur » dans un souci non pas d'identifier une majorité parlementaire qui existe déjà, mais plutôt pour exploiter la possibilité de renforcer cette majorité parlementaire en créant donc finalement une coalition plus large qui permettrait avec Cash de gouverner ensemble ce pays, ce qui me paraît en tout cas répondre aux habitudes démocratiques en la matière. Oui, mais aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui a été élu. C'est Félix Tshisekedi qui veut appliquer son programme avec le FCC. Christian, vous savez, si je prends au mot Maître Kilolo, faites attention. Enfin, je ne veux pas vous donner trop d'idées parallèles, mais lorsque vous parlez de l'informateur aussi et de vous lui laisser le temps d'organiser les choses, de faire ses consultations, vous pouvez être étonné aussi de voir qu'il y a un transfert de majorité, parce que comme l'a dit très justement Christian Lusakouene tout à l'heure, le FCC n'est pas une existence unique, une et indivisible. Comme la Mouka. Voilà, mais donc laissons peut-être le président de la République prendre ses décisions. Dans les prochains jours, ce sera le cas. Et nous saurons comment et donc de quelle manière... Je vous pose la question, Aimé Kilolo. Vous seriez prêt, majorité FCC, à appliquer le programme du président Félix Tshisekedi? Alors, il est important de savoir ceci. Le programme du gouvernement est appliqué par le Premier ministre. C'est lui qui a cette responsabilité. Non, cela, on l'a bien compris. C'est justement pour cela. Alors, il est important de noter aussi ceci. C'est que le président de la République apporte en fait une vision qui est un projet de société, mais qui n'est pas un programme gouvernemental. Ce programme gouvernemental s'élabore, se conçoit après les élections sur la base d'une concertation qui se fait entre le Premier ministre et le Président de la République. Parce que n'oubliez pas que il existe aussi des domaines de collaboration dans la gestion gouvernementale du pays. Tout ce qui touche à la sécurité, aux affaires intérieures, concerne évidemment implique nécessairement une collaboration avec le Président de la République. Mais ce qui veut donc dire aujourd'hui que les hommes d'État sont appelés en démocratie de dialoguer dans une concertation pour dégager un programme gouvernemental qui ne sera pas un programme gouvernemental exclusivement attribué au FCC ou à l'institution président de la République. Qu'allez-vous faire, Vijay Chimanga? Que va faire le président de la République? Écoutez, le président de informateur, la République, coalition, cohabitation. Écoutez, comme je vous l'ai dit, laissons faire et se prolonger le jeu démocratique dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui,
Je n'aurais pas parié un sou sur ça il y a un mois ou il y a 2 mois même. Je n'aurais pas parié un sou sur ça. Mais la République démocratique du Congo est en train de donner une leçon de démocratie en Afrique centrale, en Afrique en règle générale. Je pense qu'il faut aujourd'hui laisser les choses se faire. Il y a l'investiture qui doit avoir lieu. Il y a une passation de pouvoir qui doit s'effectuer, réellement devenir effective. Et puis le chef de l'État prendra les décisions qu'il se doit en fonction de toutes comment dirais-je, de tous les contacts qui auront été pris, de toutes les considérations. Il y a des considérations d'ordre sécuritaire, il y a des considérations d'ordre logistique, il y a des considérations qui sont au niveau national, au niveau de la sous-région et au niveau international. Donc tout ça est à prendre en considération et je pense que le chef de l'État fera et prendra les décisions qui seront salvatrices pour l'intérêt de la nation. Oui, le chef d'État a les premières mesures à prendre. Ils avaient annoncé ici, tu as assis à ma place d'ailleurs, fermer les cachots des MIAP. Il va le faire via le ministre de l'Intérieur, ça. Il le fera. Via le ministre de l'Intérieur. Entre autres, de ceux qui n'est pas forcément sur l'obédience. On verra, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'est pas encore... Et au-delà de ça, il y a d'autres mesures. La population, on l'a entendu pendant cette campagne. Plus de social, plus de justice. Ces mesures, elles doivent être prises. Elles seront prises dans quel délai, avec qui ? Mais écoutez, les délais que nous essayons, ou que le président de la République actuelle va essayer de respecter, ce sont les délais les plus rapides pour des résultats directs et visibles, perceptibles par la population congolaise, mais aussi par tous ceux qui nous observent, tous ceux qui attendent de nous un vrai résultat. Vous savez, il y a eu toute cette polémique autour de la question de la fermeture des cachots illégaux, je pense que peut-être certains n'avaient pas perçu le sens profond d'une telle décision. C'est une décision qui lance un message de confiance, un message de sécurité, un message de démocratie, et qui va relancer et redonner confiance aux investisseurs, redonner confiance au peuple congolais sur son implication dans le jeu démocratique congolais. Et nous sommes en train d'aller vers cette voie-là. Et j'aimerais réellement que tous les Congolais, fussent-ils de la majorité future ou de l'opposition que représentera en tout cas fort probablement les amis de la Mouka ou qu'ils représenteront. Vous les avez définitivement placés dans l'opposition. D'après le discours que nous entendons, apparemment, ils n'ont aucune volonté de pouvoir participer autrement au jeu politique de demain. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout cela va concourir à une chose, c'est que nous donnerons une leçon de démocratie à toute la région et surtout au monde entier. Parce que on ne nous attendait pas sur ce jeu-là. La leçon sera donnée avec l'aide du FCC. La leçon de Félix Tshisekedi sera donnée avec l'aide du FCC, Meki Lolo. Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que la leçon de démocratie émane de la détermination, de la maturité du peuple congolais, qui s'est mobilisé déjà au moment de l'enrôlement. 46 millions de Congolais se sont enrôlés. C'était déjà un premier message qui était lancé pour dire nous voulons demain désigner notre prochain président de la République. Nous voulons aussi renouveler le gouvernement qui sera issu de la nouvelle Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus ignorer un rôle important, crucial, qui a été joué par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sans qui il aurait été difficile d'arriver au résultat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment historique en République démocratique du Congo. Le nom de Joseph Kabila Kabange se trouve désormais inscrit dans les lettres des noblesses de la démocratie congolaise. Nous n'avons jamais vu, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 60, un président de la République en fonction n'est pas mettre en œuvre toute une série d'initiatives pour prolonger son pouvoir au-delà du mandat constitutionnel et surtout d'organiser des élections et veiller à ce que ces élections s'organisent dans le strict respect de la Constitution. Je salue aussi un autre vaillant combattant de la démocratie, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, qui a su immédiatement
s'est plié devant la volonté de la population qui s'est dégagée. Il n'a pas reconnu sa défaite, il n'a pas encore félicité le gagnant. Pourquoi? Eh bien, il faudrait surtout souligner ceci. La question se posait de savoir, après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, est-ce que les différents candidats acceptent le résultat ou décident-ils d'aller à l'encontre? Mais le fait qu'il ne soit pas parti, le fait qu'il soit pas parti à la Cour constitutionnelle est une bonne indication. Pourquoi il n'a pas, dans la foulée, félicité celui qui... et même, depuis cette nuit, pourquoi il ne s'est pas manifesté? Ben, je pense qu'il faudrait laisser la primeur de cette réponse précise à l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, mais je pense aussi que la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari a été portée par le FCC, qui s'est exprimé très clairement pour dire que nous ne voulons pas, par défi ou à la légère, aller à l'encontre des résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui ont très clairement indiqué que la majorité simple revenait pour l'élection présidentielle à Félix Tshisekedi. Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, vous, c'est la coalition Lamouka. Que ferez-vous pendant ces 5 prochaines années? Bon, Est-ce déjà... que, première question, puisque quand même, il y a cette déclaration de Martin Fayoulou, vous allez jouer le jeu? Écoutez, d'abord, j'ai quand même suivi pendant 15 minutes ici... C'était pas 15 minutes, non. Plus ou moins, un époux qui proposait la date de mariage et la fiancée... Et la fiancée qui repousse, qui dit il faut attendre, on va voir, vous savez, je suis pas pressé, observons-nous. Bon, on connaît ces scènes-là, c'est des scènes... Il faut pas être jaloux, vous auriez pu avoir d'autres places. C'est des scènes qui sont tout à fait idoines. Et j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Si aujourd'hui Martin Fayoulou avait gagné, il aurait été j'aimerais que nous soyons quand même, vous savez, je suis ici quand même avec des personnes d'une certaine valeur. Maître Kilolo, je l'ai connu à La Haye pendant une plaidoirie de 2 heures du temps, où il était d'une éloquence et d'une précision. Bon, peut-être qu'il est tropicalisé aujourd'hui, mais je ne pense pas que l'objet de l'émission, c'est de parler de M. Kabila. Je veux que l'histoire elle-même, que les gens prennent le temps aujourd'hui, avant d'attribuer des mérites aux gens. Pourquoi je le dis? Parce que je ne trouve pas très exceptionnel qu'une personne qui prête serment de respecter la Constitution et qui la respecte doive absolument entrer. Il faut qu'on sacralise les textes et qu'on normalise certaines choses. Et je pense que l'histoire nous répondra. Je crois qu'on va peut-être laisser dans 10, 15 ans les personnes dépassionnées, avec beaucoup d'objectivité, écrire ou décrire ou faire le bilan de M. Kabila, de M. Mobutu, ainsi de suite. Donc j'aimerais ici le convier à nous éviter un peu cela, parce que bon, nous sommes dans une émission qui parle strictement des perspectives après une élection. Maintenant, je reviens sur M. Fayoulou. Écoutez, moi je crois qu'il est... Je continuerai à maintenir, à le soutenir, parce que je pense qu'il a gagné l'élection. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai sommé tous les PV et que j'ai la somme de ses voix pour l'affirmer, mais je peux prendre l'échantillon de Kinshasa, et notamment dans ma circonscription où je suis élu, je peux vous affirmer que sur tous les PV que j'ai, il a gagné à plus de 75%. Si Félix Tshisekedi disait la même chose et ne prenait que les résultats du Kasaï. Raison pour laquelle nous disons ceci. Il faut améliorer le processus. Aujourd'hui, le processus est derrière nous. Ça, on l'a bien compris. Maintenant... Ça, on l'a bien compris. Le processus a ses vices, et puis vous allez essayer, j'espère, pendant les 5 prochaines années, de travailler à ce que tout cela n'existe plus. Qu'il s'améliore. Qu'il s'améliore, oui. Améliorer ce processus. Ça, nous sommes conscients. Mais entre-temps, vous allez aller de contestation, vous allez reconnaître le président, vous allez travailler en tant qu'opposition républicaine. Que va faire la coalition Lamouka? Écoutez, je pense que M. Fayoulou est une personne qui a quand même milité. C'est un vaillant, un ancien très très proche de l'UDPS depuis la conférence nationale. Il faut lui donner un peu de temps. Il faut donner du temps à la coalition Lamouka, à ses états généraux, de prendre une décision ou une orientation quelconque. Il a fait un appel effectivement aux militants, aux sympathisants de protéger leur victoire, ce qui est tout à fait légitime. Et je ne le blâmerai jamais pour cela, parce que c'était une campagne qui était quand même compliquée, très dure. Et je crois qu'il faut laisser un peu de temps quand même. Mais en ce qui concerne les institutions, vous avez bien remarqué que la coalition Lamouka, et je vais parler ici au nom du MLC, nous ne sommes jamais entrés dans une logique où il fallait boycotter l'élection. Donc nous avons battu campagne pour être élus. Il y en a eu qui ont des sièges, il y en a qui n'ont pas eu de sièges. Et je pense que nous avons chacun de nous, pour ceux qui ont été élus, et même ceux qui n'ont pas été ou qui n'ont pas bénéficié des avantages de la proportionnelle,
reçu mandat pour protéger la République et travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Et je crois que l'opposition dans une démocratie aura toujours sa place. Je suis quand même contre toutes ces velléités. Écoutez, depuis 60, aujourd'hui on est en 2018, je ne sais combien de ministres nous avons eu, et nous avons eu plus de 50 gouvernements d'union nationale, et nous sommes quand même restés le pays le plus pauvre du monde. Je pense qu'à la base, ce sont les prémices. Il faut qu'on construise la légitimité, il faut que les programmes soient assumés. Malheureusement, lorsque vous aviez reçu le président, le chef de l'État, il n'a pas été très bavard sur ce qu'il va faire. Donc j'espère que maintenant qu'il est chef de l'État et qu'il sera très outillé avec un cabinet que je pense être un cabinet qui se voudra être à la hauteur de l'enjeu, que nous aurons un pays qui va fonctionner. Parce que c'est vrai qu'avec M. Kabila, à un certain moment, nous sommes en 2018, ces élections devaient avoir lieu en 2016, elles n'ont jamais eu lieu. Après, il y a eu beaucoup de choses. On a cité Kapangal, on a cité des morts. Est-ce qu'il fallait que les gens meurent pour que nous ayons des élections? Est-ce qu'il faudra que les gens continuent à mourir pour 2023 pour que nous ayons des élections? Donc toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, avec beaucoup de circonceptions, je vais aller prendre un peu de recul par rapport à cela, parce que nous avons quand même besoin de temps. D'abord, le mariage a besoin de temps. On attend la date, quand ils seront mariés, on verra comment ça va se passer. Et après, on a aussi besoin de temps pour voir dans quelle direction va aller la République. Et moi, je peux vous le dire ici, s'il n'y a pas un minimum d'intelligence et de sagesse, on restera en difficulté pendant 2-3 ans. Et après, il faudra avoir des élections et la situation n'aura pas changé. Vous avez été élu. Félicitations, député de Lukonga MLC. Est-ce que vous siégerez ? Bien sûr que si, je vais siéger. Je n'ai pas eu un mot d'ordre disant le contraire. J'ai battu campagne pour siéger au Parlement. J'ai battu campagne pour défendre les idéaux de mon parti, pour défendre et continuer à défendre le programme de mon parti dans l'opposition. Et donc, il n'est pas question, il n'a jamais été question, à moins qu'il y ait une information contradictoire, de boycotter quoi que ce soit. Donc, et si l'information contradictoire arrive, vous la respectez? Nous allons, écoutez, nous sommes un parti politique responsable. Ça peut arriver, mais je doute fort que cela arrive, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui, face à un mariage comme cela, on va laisser la population avec un seul son de cloche. Donc, c'est le mariage du siècle. Il faudrait quand même qu'il y ait des personnes qui contestent dans la salle pour dire, écoutez, là, vous avez mal agi. Il faut que ça fonctionne comme ça, c'est ça la démocratie. Mon souhait, c'est que mon parti n'en arrive pas là, mais je n'ai pas vu cet état d'esprit. Le monsieur Bemba, qui est une personne très responsable et très ouverte à la discussion, ne va pas amener le parti vers ça. Merci à vous, merci Vidier Chimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi. Merci à Aimé Kilolo, porte-parole, l'un des porte-parole d'Emmanuel Ramazani Chadari. Merci à vous, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, d'avoir été avec nous. Comme je vous l'ai dit à l'entrée de cette émission sera hebdomadaire à partir du 11 février. Nous recevrons autour de la table sûrement pas 3, mais au minimum 2 intervenants pour parler. Je salue la présence ici d'un député de l'opposition. On les mettra beaucoup à contribution, parce que d'un côté, il y en a qui vont faire, de l'autre côté, il y en a qui vont contester. Mais pas seulement contester, proposer. Vous êtes prêts à jouer ce jeu? Ce sera en tout cas l'exercice que nous ferons de manière hebdomadaire sur tous les sujets. J'aimerais saluer les derniers mots de Jean-Jacques Mamba. Et mon grand bonheur dans cette élection, c'est d'abord la maturité du peuple congolais. La maturité de certains de ces politiques qui aujourd'hui vont incarner l'avenir de la République démocratique du Congo, et que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, que des jeunes épris de respect et de démocratie puissent représenter valablement le peuple congolais, pour ne plus nous lancer dans des violences inutiles, de nous lancer dans des querelles inutiles, mais plutôt dans un jeu démocratique qui va faire fonctionner le pays et qui va lui permettre de sortir du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Le changement a commencé, et heureusement aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Aimé Kilolo, le changement c'est maintenant? Je pense que désormais il faudrait se fixer vers l'avenir. Nous attendons que le nouveau président de la République, une fois entré en fonction, puisse rencontrer rapidement le chef de file du FCC pour entrer dans des discussions relatives à l'élaboration du programme du prochain gouvernement. Et j'encourage évidemment ceux de l'opposition à prospérer dans une opposition républicaine. Et là, j'entends que M. Fayoulou en appelle à des manifestations à travers la République. J'attire évidemment son attention sur la nécessité de respecter toute la procédure administrative prévue pour l'organisation des élections, en prévenant les différentes autorités locales en vue d'encadrer
ces manifestations. Et j'attire aussi son attention sur l'article 64 de la Constitution qui stipule que toute tentative de renversement du régime constitutionnel établi constitue un crime. Merci à vous tous, merci à vous chers invités, merci à vous chers auditeurs, merci à vous chers téléspectateurs qui suivrez cette émission sur YouTube. Prochain rendez-vous donc à partir du 11 février, face à face, hebdomadaire, avec d'un côté le pouvoir, de l'autre côté l'opposition, non pas seulement pour contester, non pas seulement pour affirmer, mais pour faire avancer le débat démocratique dans notre pays. Rediffusion de cette émission, ce sera ce soir après la grande édition du journal. Merci d'avoir été avec nous. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W.